Et donc, je vous souhaite la bienvenue dans cet atelier qui s'appelle De la trahison à la liberté. Et si vous avez déjà ressenti la trahison dans votre vie comme un coup de poignard dans le dos, eh bien, je peux vous dire que cet atelier va grandement vous aider puisque Christiane va nous faire expérimenter comment transformer cette douleur en une force puissante qui va vous propulser quand même vers une vie plus épanouie et plus résiliente. Elle va nous faire expérimenter des outils pratiques et libérateurs dont elle va vous parler, qui est l'hyperprésence et l'ancêtre guide. Je suis impatiente de voir ce que c'est. Et sans plus tarder, eh bien, je te donne la parole, Christiane, pour que tu puisses nous en dire plus sur la trahison et comment transformer cette blessure. Merci Isabelle. En fait, c'est tout à fait juste de parler de coups de poignard dans le dos parce que je peux vous dire que j'ai rêvé pendant longtemps que je recevais des coups de poignard dans le dos jusqu'à ce que je comprenne que c'était relié à de la trahison. Puis je suis vraiment heureuse de vous en parler aujourd'hui, de ce que j'ai vécu, de ce que c'est que la trahison, de ce que j'ai vécu et de vous faire vivre aussi des techniques que j'ai apprises pour justement m'aider, moi, à me libérer de la trahison et qui, je l'espère, va vous aider aussi. Bon, comment se reconstruire pour arriver à la liberté lorsqu'on a vécu la trahison? Ben, d'abord, je vais vous parler de ce que c'est que la blessure de trahison, puis je vais vous expliquer ensuite comment moi je l'ai vécu, la blessure de trahison. Tout d'abord, c'est sûr que quand on prononce ce mot-là, c'est un mot, un gros mot. On s'imagine des grosses trahisons comme ce qu'on voit dans les films ou comme, bon, l'histoire de Judas qui a trahi Jésus. Mais en réalité, la trahison peut se vivre d'une autre façon. Parce que la trahison, d'abord, qu'est-ce que c'est que la trahison? Ben, c'est cesser d'être fidèle. Cesser d'être fidèle à sa parole, cesser d'être fidèle à ses engagements, c'est ne pas tenir ses promesses, ne pas être franc, ne pas être honnête. Puis lorsqu'on parle de la blessure de trahison, on la relie aux parents du sexe opposé. Le père avec la fille, le père avec la fille, c'est ça, et la mère avec le fils. Le début de la trahison se vit généralement entre l'âge de 2 et 4 ans, soit par l'arrivée d'un autre enfant dans la famille, soit lorsque le père ou la mère ne tient pas ses promesses qu'il fait à l'enfant, ou soit lorsque le parent ne sait pas protéger son enfant, entre autres dans les cas d'inceste ou dans les cas d'abus. Ça peut être aussi dans les cas de séparation, lorsque le père ou la mère promet à l'enfant bon, d'aller le chercher, de faire des choses avec et que la personne ne tient pas ses promesses. Donc, le père qui promet à sa fille d'être là pour sa fête, qui n'est pas là, qui est absent, ça fait aussi partie de la trahison. Puis l'enfant, à ce moment-là, va se sentir trahi dans sa confiance, dans son amour. Mais c'est sûr que nos parents, on est toujours reliés à nos parents, on a toujours un lien particulier, donc on espère tout le temps que ça va s'arranger. Euh, c'est plus tard, à l'âge adulte, qu'on se rend compte des effets de cette trahison-là qu'on a vécue lorsqu'on était jeune. Puis comment ça se traduit à l'âge adulte? La blessure de trahison, ben, c'est qu'on manque de confiance dans les autres personnes. On a besoin de tout contrôler pour justement être certain que les gens vont tenir leurs promesses. On a peur d'être laissé, d'être délaissé. Puis on veut aussi éviter de se sentir vulnérable parce que la blessure de trahison amène beaucoup de vulnérabilité dans notre vie. Puis on ne veut pas se sentir vulnérable parce que c'est ce qu'on a vécu. Puis lorsqu'on vit une blessure, chaque blessure, il y a un masque qui est relié à la blessure. Et la blessure de trahison, ben, c'est le masque du contrôle. On a besoin de tout contrôler autour de soi pour se sentir en sécurité, pour se sentir bien. Puis on veut aussi que les autres respectent les engagements qu'ils prennent. D'ailleurs, moi, on m'a dit longtemps que j'étais une personne très responsable, puis on me disait que, bon, toi, tu as besoin de tout contrôler. Mais, tu sais, c'était vrai. C'est sûr que ça me dérangeait lorsqu'on m'en parlait à ce moment-là, mais en réalité, c'était vrai.
Puis on prend des responsabilités très jeunes, donc on devient des personnes responsables. Puis on me le disait souvent, moi, lorsque j'étais jeune. Je me permettais pas non plus de m'amuser parce que j'avais besoin comme j'avais besoin de tout contrôler, j'avais besoin de m'occuper de tout, ben, j'avais pas le temps de m'amuser. Euh, puis c'est comme ça aussi qu'on se sent en sécurité en contrôlant tout ce qui est autour de nous. Puis je peux vous dire que c'est ça, on veut aider tout le monde. Et lorsqu'on aide tout le monde, lorsqu'on ne se permet pas, nous, de s'amuser, d'avoir du répit, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'anxiété n'est jamais très loin. L'anxiété nous guette. Moi, on me disait que on me parlait de problèmes d'anxiété, mais je ne voulais pas le savoir, je ne voulais pas le voir, parce que ça me déstabilisait, justement, de savoir que je pouvais avoir des problèmes d'anxiété. Puis, on a l'impression que le bonheur des autres dépend de nous. Donc, on a besoin de toujours être là pour aider les autres, pour s'occuper des autres. Puis, on a besoin aussi, euh, comment je peux dire ça, c'est que on a tellement besoin de s'occuper des autres qu'on oublie de s'occuper de soi. On oublie nos propres besoins à nous. Moi, je me souviens qu'une personne m'avait déjà dit, j'étais adulte, j'avais des enfants. Elle m'avait dit, mais toi, Christiane, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? J'avais pas été capable de répondre. J'avais été incapable de répondre de ce que moi j'aimais, tellement j'étais habituée à avoir aux besoins de tout le monde autour de moi. On me disait que j'étais anxieuse, comme je vous ai dit tantôt, et je voulais pas le savoir. Ça me mettait en colère. Qu'est-ce qui arrive aussi lorsqu'on n'est pas habitué de s'occuper de soi, qu'on veut tout contrôler, puis que parfois on perd le contrôle, et à un moment donné, on vit des émotions. Puis moi, c'est la colère qui est embarquée. Je comprenais pas, j'étais souvent en colère, tout le temps en colère, puis je comprenais pas pourquoi. Bon, qu'est-ce qui est important lorsque on veut s'en sortir? Bien, c'est d'abord de reconnaître ses émotions. La première condition, c'est d'en prendre conscience. De comprendre aussi le fonctionnement son propre fonctionnement, d'en avoir assez aussi, de ne plus être capable, ce qui a été mon cas, puis de le faire sans jugement. Parce que souvent, lorsqu'on vit des émotions, on veut les écraser, on ne veut pas les vivre, on ne veut pas les voir. Mais les émotions, tant qu'on essaie de les écraser, tant qu'on essaie de ne pas les voir, bien, elles se manifestent. Puis elles se manifestent en augmentant. Et qu'à partir du moment où je reconnais ce que je vis, où je ressens ce que je vis, puis que je suis prête à passer à autre chose, mais c'est le début de la libération. Puis en fait, c'est aussi, ce qui est important, c'est d'apprendre à mettre ses limites, parce que c'est une des choses qu'on porte beaucoup, les gens qui ont la blessure de trahison, on n'est pas capable de mettre nos limites. On veut aider tout le monde, on veut s'occuper de tout le monde, puis on s'épuise parce que, justement, on s'occupe des gens autour de nous, on s'occupe pas de soi. Puis en fait, puis en même temps, c'est comment je peux dire ça, ce qui nous épuise, lorsqu'on s'en libère, ça devient aussi notre force. C'est de s'occuper des autres. Aujourd'hui, j'ai appris à mettre mes limites. Je continue à m'occuper des autres. C'est parce que c'est ma force, ça a toujours été ma force. Mais en apprenant à mettre mes limites, ben, je m'occupe aussi de moi. Je m'occupe de mes émotions, je m'occupe de mes besoins. Il est aussi important d'acquérir des outils qui sont efficaces avec un bon thérapeute. J'en ai vu plusieurs des thérapeutes qui utilisaient toujours les mêmes outils avec moi comme avec les autres. Ça ne fonctionnait pas. Puis c'est important aussi de vouloir se prendre en main et non d'attendre que le thérapeute nous prenne en main, de faire les choses pour pouvoir s'en sortir. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir transformer vos défis en force. OK, on va parler maintenant de moi, mon vécu et comment j'ai vécu la blessure de trahison. Puis ensuite, je vais vous expliquer comment je m'en suis sortie. Bon, d'abord, moi, je suis l'aînée d'une famille. On était 8 enfants chez nous. Ma mère en a eu 4 en 3 ans. Fait que c'est drôle de vous dire que lorsqu'elle a eu le quatrième, j'étais encore une enfant et j'ai dû rapidement
apprendre à m'occuper de mes frères et sœurs, à m'occuper des autres, pour pouvoir aider, pour aider ma mère, parce qu'avec 4 bébés, ben, t'es toujours épuisé. Donc, j'ai pris des responsabilités très jeunes. Puis, ma mère passait par mon père. Comme elle était épuisée, ben, elle passait par mon père pour me demander de l'aider, de faire le ménage, de m'occuper des autres. Donc, c'est comme la première trahison parce que tu sais, mon père, au lieu de s'occuper de moi, petite fille, il me demandait, moi, de faire des tâches, de remplacer la mère, autrement dit, puis de faire des tâches d'une adulte. Puis comme je voulais plaire à mon père, comme j'étais une bonne fille, bien, je répondais à ce que mon père me disait, puis je faisais ce que mon père me demandait. Et malgré tout ça, malgré le fait que je m'occupais de mes frères et sœurs, que j'aidais ma mère, j'avais pas beaucoup de reconnaissance. Parce que mon père, c'était pas la personne pour faire des compliments. J'avais un très bon papa, mais qui était aimant, mais c'était pas quelqu'un qui faisait beaucoup de compliments. Puis ma mère, elle était très exigeante, donc elle critiquait souvent ce qu'on faisait. Je me souviens, j'avais 8 ou 9 ans, j'étais vraiment pas vieille, puis j'avais ma sœur qui avait un an de différence avec moi. Maman était partie faire des commissions, puis nous, on voulait lui faire plaisir. Fait qu'on a dit, avec ma sœur, on s'est dit, on va faire le ménage, elle va être contente, elle va revenir, la maison va être propre, ça va lui faire plaisir. Fait qu'on a fait le ménage. Quand elle est revenue, on lui a montré ce qu'on avait fait. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée derrière les meubles, elle a trouvé de la poussière derrière les meubles. J'avais 8 ans. Je peux te vous dire que j'étais quand même pas vieille, là. Fait que, tu sais, au lieu d'avoir de la reconnaissance, bien, elle a trouvé ce qu'on avait fait de pas correct et ça arrivait souvent lorsqu'on faisait des choses que, bon, de se faire critiquer pour ce qu'on n'avait pas fait. Bon. Plus tard, ce qui est arrivé, c'est que le fait que je m'occupais, tu sais, que j'avais toujours appris à m'occuper des autres, à, entre guillemets, remplacer ma mère, euh, bien, à ce moment-là, je faisais tout moi-même pour éviter à mes enfants ce que j'avais vécu. Comme moi, je portais cette blessure-là, je ne voulais pas que mes enfants deviennent responsables trop jeunes, donc je faisais tout à leur place. Et je les empêchais, en faisant ça, je les empêchais de prendre leurs responsabilités. J'ai continué à faire ce que je faisais toujours, ce que j'avais toujours fait, m'occuper des autres. À m'oublier. Je sentais le besoin de tout contrôler autour de moi, mais et je continuais à ne pas penser à moi. Puis quelle est la conséquence de vouloir tout contrôler, de vouloir s'occuper de tout le monde puis de ne pas penser à soi? Bien, un beau jour, tout s'est écroulé autour de moi. J'ai perdu le contrôle, j'ai fait burn-out, dépression, parce que, puis en plus, ça m'a pris du temps à comprendre ce qui allait pas chez moi. J'ai commencé à avoir des thérapeutes, mais comme j'ai dit au début, c'est que c'était des thérapies sans succès parce que on appliquait la même recette à moi qu'on appliquait à d'autres. Ces recettes-là ne m'allaient pas à moi. Fait que je vivais encore avec mes blessures jusqu'à ce que j'aille voir un hypnothérapeute. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à me libérer. C'est là que les choses ont commencé à changer. Et ça fut le début de ma libération. Moi qui avais étudié en service social, puis j'avais travaillé dans ce domaine-là, euh, j'avais travaillé dans ce domaine-là une bonne partie de ma vie, c'est-à-dire, puis l'hypnose m'a permis de comprendre qu'il y avait d'autres choses qui existaient pour être capable de se sortir de ce qu'on avait vécu. J'ai tellement aimé aller en hypnose, puis comme j'étais une personne très curieuse, ben, j'ai décidé d'aller faire ma formation en hypnothérapie. J'ai fait une formation complète en hypnose et j'ai fait d'autres formations là, en EFT, PNL, RSI, RE, et j'ai toujours continué à le faire, ce qui m'a permis aussi de développer mes capacités,
de développer mes capacités énergétiques, puis de pouvoir continuer quand même à accompagner les gens, mais avec des nouveaux outils que j'avais appris, puis de continuer à pratiquer ma passion, qui était d'accompagner les autres êtres humains à se libérer. Mais maintenant, en m'occupant de moi, en m'occupant de mes besoins. Puis une des techniques que j'ai apprises pendant mes formations, puis qui est pour moi une technique essentielle pour permettre de se prendre en main, pour permettre de prendre conscience puis de se libérer aussi de nos blessures, c'est la technique de l'hyperprésence. Être capable de aussi comment je peux dire ça, de vivre dans son corps, c'est ça, d'habiter son corps, de vivre dans son corps. Est-ce que ça vous tente de le faire? On va faire la technique de l'hyperprésence. Fait que je vais vous demander de vous installer confortablement, si vous êtes capable d'avoir les pieds par terre pour sentir vos pieds. OK? Puis je vais vous demander de prendre 3 bonnes respirations. OK? De sentir l'air qui entre par vos narines, l'air frais qui rentre par vos narines, qui s'en va à vos poumons. Vous inspirez, excusez, en 4 temps et vous expirez en 6 temps. Fait que faites la respiration 3 fois en relâchant tous les muscles. OK. Maintenant, je vais vous demander de mettre votre conscience dans vos pieds, de prendre conscience de vos pieds qui touchent le sol, de prendre conscience de l'énergie que vous avez dans vos pieds. Et si vous avez les yeux fermés, je vais vous demander de les ouvrir parce qu'on va faire la technique les yeux ouverts. Donc, ce que je vous demande, c'est fixer un point devant vous. Ça peut être un point imaginaire ou un point réel que vous avez devant vous. Et tout en regardant ce point-là, les yeux fixés sur le point, élargissez votre champ visuel, ok, de chaque côté pour voir de plus en plus loin. Et vous grandissez votre champ visuel aussi de haut en bas. Et toujours en fixant le point. Ne jamais laisser le point des yeux, continuez à le fixer et vous agrandissez de plus en plus votre champ visuel. Vous gardez les yeux immobiles. Puis vous allez voir comme si vous étiez capable de voir derrière vous à 360 degrés, de plus en plus haut, de plus en plus bas. Et toujours en regardant devant vous, en fixant le point, vous imaginez que vous entendez tout autour de vous. Sans vous attarder sur les sons, agrandissez votre champ auditif. Essayez d'entendre tous les petits bruits qu'il y a autour de vous, mais sans vous arrêter sur chacun des sons. Et vous agrandissez votre champ auditif de plus en plus loin, de plus en plus loin. Vous entendez les sons de plus en plus clairement. Maintenant que vous avez agrandi votre champ visuel et votre champ auditif, vous vous imaginez que vous avez des capteurs sur toute votre peau, à l'intérieur de votre peau, à l'intérieur de vous et sur la peau. Et tous ces capteurs-là, vous les laissez sortir, vous les envoyez partout dans l'environnement. Vous les envoyez autour de vous à 360 degrés, tout en ressentant l'air sur votre peau.
Ça peut être de la chaleur, ça peut être de la fraîche. Vous ressentez tous ces capteurs et vous ressentez tout sur votre peau. Et vous continuez à fixer le point devant vous. Continuez à élargir votre champ auditif, votre champ visuel et à vous concentrer tout en regardant devant vous sur ce que vous voyez en périphérie, sur ce que vous entendez et sur ce que vous ressentez. Maintenant, je vais vous demander de vous lever, de faire quelques pas et de vous concentrer sur ce que vous allez ressentir, de vous concentrer sur ce qui est nouveau et différent. Mettons, marcher une vingtaine de secondes, puis vous reviendrez vous asseoir. Super, super. J'aimerais ça que vous me disiez qu'est-ce qui était nouveau dans votre expérience par rapport à cette expérience-là. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez vécu de nouveau? Moi, j'ai vu des choses que je n'ai pas vues tout à l'heure, pourtant j'ai regardé exactement au même endroit. Super. Alors les sons, on les entend mieux aussi. Encore maintenant, j'entends beaucoup plus que ce que j'entendais tout à l'heure. Euh, voilà. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager ce qu'elles ont vécu? Quand on a marché une vingtaine de secondes, je me suis sentie plus ancrée, plus lourde, avec plus d'assises sur mes pieds. Et aussi, je sentais davantage l'air qui circulait. Hmm, Non, merci. moi, je n'ai rien ressenti de spécifique. J'ai quand même assez bien l'habitude de faire des méditations et de l'auto-hypnose. Donc, par contre, c'est la première fois que je le faisais les yeux ouverts, hein. Je ferme toujours les yeux normalement. Et ça, c'était quand même, c'était même limite inconfortable. OK. Mais je peux vous dire qu'à force de le pratiquer, parce que c'est une des techniques que j'ai appris, puis moi, à force de le pratiquer, nous, l'été, moi, l'été, je suis sur un terrain de camping. Puis devant moi, j'ai des arbres, tu sais, je vois de la forêt, puis lorsque je fais l'hyperprésence, que je m'assois, que je la fais dehors, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi que les couleurs, ben, je pense que Anne le dit aussi, les couleurs sont différentes, on voit les choses de façon différente, les couleurs sont plus lumineuses. Puis, à force de le faire, à un moment donné, on a comme l'impression que si je regarde de côté parce que dans ma fenêtre, je vois des arbres, puis on a comme l'impression que on sent la vie qu'il y a dans les arbres, on sent encore plus la vie qu'il y a autour de nous. Des fois, je vois des oiseaux passer, j'ai comme l'impression de faire partie de ce monde-là. Ça développe beaucoup les sensations. On habite plus notre corps lorsqu'on fait ça aussi. Je pense qu'à force de le pratiquer, on développe des choses nouvelles. Puis moi, je peux vous dire que ça fait quand même quelques années que je le fais, là, puis c'est presque instantané. Quand je prononce le mot hyperprésence, c'est presque automatique.
que tout se fait, ça se fait tout seul. Moi, je vous invite en tout cas peut-être à le pratiquer. Vous allez voir qu'à un moment donné, il y a des choses différentes que vous allez découvrir autour de vous. OK. Ben, merci d'avoir répondu aux commentaires. Je vais refaire le partage d'écran. OK. Ben, moi, mon accompagnement s'appelle Mariposa. Je dois vous dire que c'est un mot que j'aime beaucoup. Mariposa, c'est papillon en espagnol. Quand j'ai entendu ce mot-là pour la première fois, ça m'a impressionnée. Puis pourquoi j'ai choisi papillon? Une des raisons pour laquelle j'ai choisi papillon, c'est que ma première petite fille, le premier mot qu'elle a prononcé, c'est papillon. J'avais des papillons accrochés, parce que souvent les petits-enfants venaient chez nous, puis ils prenaient leur bain, puis j'avais des papillons accrochés sur le mur, et puis elle a regardé le papillon, elle m'a regardé, elle a dit papillon. Et ça a été son premier mot, le premier mot qu'elle a prononcé. J'ai gardé ce nom-là pour mon accompagnement. Puis moi, je pense que un accompagnement, c'est important de le faire. D'abord, première des choses, c'est important de s'adapter à la personne qu'on a devant nous. Puis c'est important aussi parce que lorsqu'on porte la blessure de trahison, on la vit pendant quelques années. Puis moi, je pense que c'est pas vrai que tu peux t'en sortir avec une ou deux séances. C'est important d'avoir un accompagnement. Mon accompagnement, moi, dure 6 mois. C'est une rencontre par semaine, donc c'est 20 rencontres, plus un suivi après la fin des rencontres, un suivi un mois après. Euh, puis ce que je fais dans mon accompagnement, c'est que, bon, oui, j'ai des techniques, mais à chaque fois qu'on se rencontre, on regarde qu'est-ce qui a été fait depuis la dernière fois. Est-ce qu'il y a eu des difficultés qui ont été rencontrées? J'enseigne des techniques parce que je me dis, bon, lorsqu'on a terminé l'accompagnement, c'est certain que la personne a envie d'autres choses. Encore par expérience, on a encore des choses à régler, on a encore des choses à libérer. Donc, c'est important d'avoir des techniques qui vont nous aider à se libérer, puis des techniques qui vont nous aider si on vit des émotions ou des situations qui nous dérangent. C'est pour ça que je pense que c'est important d'être autonome. Et dans l'accompagnement aussi, je laisse la personne a accès à moi si elle vit des choses, si elle a des questions. Parce que moi, je me souviens que la première fois que je suis allée en hypnose, oui, c'est ça qui m'a aidée, mais la première rencontre que j'ai eue, suite à ma rencontre, euh, je filais mal, je me sentais très mal parce que je vous ai dit tout à l'heure que bon, j'étais tellement habituée de m'occuper des autres que je n'avais pas appris à m'occuper de moi, je n'avais pas non plus appris à m'amuser comme un enfant. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a comme une image de moi très jeune qui est ressortie. J'avais à prendre soin de mon petit frère, puis j'étais un enfant de 5 ans. Avec un enfant de 5 ans, je veux dire, c'est pas, tu sais, ça a des distractions. Puis j'avais quitté mon frère des yeux, puis ma mère est venue, on était dehors, ma mère est venue dans la fenêtre, m'a demandé où était mon frère. J'étais tellement paniquée que je ne l'ai jamais trouvé, puis il était à côté de moi. Fait que, tu sais, j'avais appris à ne pas m'amuser parce qu'il avait fallu que je m'occupe de mon petit frère, puis je l'avais quitté des yeux. Et c'est cette image-là qui m'est revenue. Puis je me souviens, je jouais aux cartes. Je jouais aux cartes avec ma mère et mon mari. Et je me sentais tellement mal, je ne comprenais pas. Fait que j'aurais aimé être capable d'avoir accès au thérapeute pour savoir quoi faire avec ça, puis comment m'en sortir. C'est pour ça que je donne accès aux personnes pour justement être capable de les aider. Et dans mon accompagnement aussi, ben, je garantis les résultats. Si c'est important, je vous l'ai dit, c'est important de s'adapter à la personne qu'on a devant soi. Oui, on a des techniques, mais les techniques ne sont pas nécessairement, on n'a pas les mêmes résultats avec les personnes. Donc, c'est important de s'adapter. Moi, je me souviens, j'avais une personne à un moment donné devant moi, puis j'essayais une technique avec, puis ça ne fonctionnait pas. Puis ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai changé de technique avec cette personne-là pour être capable d'avoir des résultats, puis ça a fonctionné. Je pense que c'est important lorsqu'on accompagne d'être capable de le faire. Je peux te poser une question, Christiane? Oui.
Comment est-ce que tu donnes accès à toi? C'est par téléphone, par WhatsApp? Ben, je le fais plus par courriel ou parfois par Messenger. Ok. Et quand tu Mais dis garantie de résultat, c'est quel type de résultat? Est-ce qu'après, on n'a plus du tout il de y a des problème avec la changements. blessure? Ben, en fait, les résultats, c'est qu'il y a des changements pour que la personne se sente mieux. Disons qu'à l'heure actuelle, j'en ai toujours eu. Parce que ce que je fais, c'est ça, c'est que je vais m'adapter à la personne que j'ai devant moi parce qu'on est tous différents. Fait que, tu sais, c'est important que c'est une technique qui fonctionne bien avec moi ou avec un autre ne fonctionnera pas nécessairement avec l'autre. Donc, c'est important, justement. J'ai une panoplie de techniques. À ce moment-là, ben, puis j'ai un bon sens d'observation aussi. Fait que si j'ai quelqu'un devant moi, ben, je vais être capable de voir bon, quel type de personnalité elle a, cette personne-là, et quelles sont les techniques qui sont préférables de faire avec cette personne-là. Euh, Merci. Fait que c'est pour ça que je pense que je trouve que c'est très important de s'adapter. Puis j'utilise, c'est ça, j'ai quand même, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai quand même une formation en hypnose, en EFT, en PNL, en restructuration énergétique et en restructuration voyons, systémique intégrale. C'est-à-dire que la restructuration systémique intégrale, ça inclut tout. Le corps, l'esprit. C'est sûr que, bon, dans un accompagnement, oui, c'est ça, mais c'est que la personne avec qui j'ai suivi cette formation-là, elle est beaucoup plus loin que les autres, là, dans la formation. Est-ce que vous êtes prêts pour une autre expérience? C'est une technique qui va travailler sur l'arbre généalogique, puis qui va nous aider comme à accéder à une autre dimension. C'est sûr que moi, lorsque je fais cette technique-là, bon, c'est en un à un, donc tu sais, je vais travailler avec la personne selon ce qu'elle va me donner, mais je voulais vous donner une idée de ce que c'est que cette technique-là. C'est sûr que moi, lorsque j'accompagne, que je travaille avec cette technique-là, ben, tu sais, on a des temps d'arrêt pour voir où est-ce que la personne est rendue, puis qu'est-ce qu'elle vit, puis pour ajuster aussi s'il y a des choses à ajuster. Mais je vais vous donner quand même une idée de ce que c'est. OK. Fait que là, je vais vous inviter à fermer les yeux. Vous allez pouvoir la faire les yeux fermés. Fait qu'installez-vous confortablement. Parfait. Puis je vais vous demander de vous remettre dans l'état d'hyperprésence comme tout à l'heure, de sentir vos pieds, de sentir votre respiration, de sentir autour de vous, mais sans vous arrêter là, à ce qui se passe, mais d'être présent à ce qui est là, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. Prenez des bonnes respirations. Quand vous inspirez, inspirez le calme, la paix, la douceur. Et quand vous expirez, expirez tout le stress qui peut demeurer à l'intérieur, tout le négatif, tout ce qui n'a plus raison d'être en vous. Et inspirez la beauté, la lumière, la santé. La santé dans toutes les cellules de votre corps qui se régénère et qui s'illumine. Détendez-vous complètement. Maintenant que vous êtes détendu, je vous demande de vous avancer vers un escalier que vous voyez apparaître devant vous. Vous allez emprunter cet escalier et au fur et à mesure que vous allez mettre le pied sur une marche, vous allez aller de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. Chaque fois que vous mettez le pied sur une autre marche,
Vous allez encore plus profondément à l'intérieur pour vous retrouver au bon niveau, le niveau parfait de détente pour faire le travail qu'il va y avoir à faire. Continuez à aller profondément en vous. Imaginez maintenant que vous traversez un tunnel et au fur et à mesure que vous avancez dans ce tunnel, vous vous sentez de plus en plus en paix. Vous vous sentez de mieux en mieux parce que ce tunnel va vous conduire là où vous devez être pour faire le travail qu'il y a à faire. OK. Maintenant, vous êtes à l'endroit parfait pour travailler ce qu'il y a à travailler. Mais avant de continuer, je vais vous demander de vous concentrer sur une problématique que vous voulez régler dans votre vie. Une situation, une problématique. Pensez à cette problématique et dites-vous que vous allez aller voir pour être capable de la régler, de passer à autre chose. Et vous continuez à avancer. Vous apercevez devant vous, à l'autre bout du tunnel, un sentier, un beau sentier. Vous empruntez le sentier. Vous sentez l'air sur votre peau parce qu'il y a un beau soleil dans le ciel, un beau soleil agréable qui vous illumine, qui réchauffe votre peau. Il y a aussi une brise légère que vous sentez sur la peau qui est agréable, comme un beau petit vent de printemps ou d'été. Tout est agréable. De chaque côté, il y a des fleurs dans ce sentier, des fleurs de toutes les couleurs, des beaux bouquets de couleurs rouges, jaunes, mauves, vertes. Et vous vous sentez bien, vous vous sentez tellement bien. Devant vous, il y a une forêt. C'est la forêt magique. Vous avancez vers cette forêt et vous continuez à sentir le vent, le soleil sur votre peau. Vous entendez même les oiseaux. Vous avez le goût de chanter avec les oiseaux. Tu avances, tu continues à avancer. Tu pénètres dans la forêt qui est une forêt magique. Dans la forêt, tu vois le soleil au travers des arbres. Il y a de beaux grands arbres. Tu vois le soleil qui passe au travers des arbres. Tu sens la brise sur les feuilles. Tu avances et tu aperçois un arbre immense, un arbre géant, un arbre qui est encore plus lumineux que les autres. Cet arbre est prêt à t'accueillir. Dans cet arbre, il y a de nombreuses branches, de magnifiques branches, des grosses branches. Je t'invite à monter dans cet arbre. Tu grimpes dans cet arbre et c'est facile d'y grimper.
Tu grimpes de plus en plus haut et sur une des branches, tu vas sentir l'écorce de l'arbre qui se met à bouger. Lorsque tu verras l'écorce de l'arbre qui se met à bouger sur une des branches, tu décides d'avancer pour aller voir ce qui se passe. Et lorsque tu arrives près de l'écorce, tu aperçois une porte et quelqu'un ouvre la porte. Il se présente, c'est ton ancêtre guide. Tu prends contact avec lui, il se présente, tu te présentes. Cet ancêtre guide connaît tous les rouages secrets de cet arbre qui est ton arbre généalogique. Il pourra donc t'aider à identifier les blocages qui t'empêchent d'avancer, particulièrement celui qui te bloque aujourd'hui et sur lequel tu veux travailler. L'ancêtre guide t'invite à entrer avec lui dans l'arbre. Il va te guider pour t'aider à débloquer la programmation ou la situation qui est bloquée. Tous les deux, vous entrez dans l'arbre. Ton ancêtre guide t'amène vers une salle qui est une bibliothèque, une immense bibliothèque qui contient tous les livres de ton histoire et de l'histoire de tes ancêtres. Il t'invite à parcourir les rayons. Je te laisse parcourir les rayons. Puis à un moment donné, tu aperçois un bouquin qui est plus lumineux que les autres, un bouquin qui t'attire et qui représente la problématique que tu veux régler. Je t'invite à faire le geste d'aller chercher ce livre. OK. Bon, d'accord. Fait que ce que je vous invite à faire, je vous invite à ouvrir ce livre. À ouvrir à la page. OK? La page qui représente la problématique. Puis il y a une image qui représente la situation dans laquelle tu es bloqué. Regarde bien ce que tu vois. Je t'invite, OK, soit à modifier cette image ou à réécrire l'histoire qui est associée à cette image. Puis n'oublie pas que ton ancêtre guide est toujours là avec toi. Il est toujours là pour t'aider à avancer, pour t'aider à réécrire l'histoire et pour t'aider à changer l'image. Si à un moment donné, c'est trop difficile pour toi, je t'invite à t'imaginer que dans les mains, tu vois comme un bouton sur lequel tu peux peser pour le mettre sur arrêt. Et que je vais te laisser quelques instants pour prendre le temps de modifier l'image, de réécrire l'histoire. Prends le temps de bien la mettre à ton goût, exactement comme tu le désires, de refaire cette histoire-là. Parfait. OK. Maintenant que tu as réécrit ou que tu as redessiné ton histoire,
Vérifie que tout est OK, que tout est parfait. Je t'invite à ressentir cette histoire, cette nouvelle histoire que tu as écrite ou que tu as dessinée. Ressens-la à l'intérieur de toi. Ressens-la dans toutes les cellules de ton corps. Laisse cette nouvelle page de ta vie grandir en toi. Je t'invite aussi à y mettre de la couleur, à y mettre du son, à y mettre de la lumière. Amplifie tout ça. Puis je vais te laisser quelques instants pour que ça agisse à l'intérieur de toi. Quand tu sentiras que c'est suffisamment puissant, je t'invite à faire le geste de remettre le livre dans la bibliothèque. Parfait. Super. OK. Maintenant, ton ancêtre guide qui est resté avec toi pendant tout le temps du processus te raccompagne jusqu'à la branche où tu étais. Tu le remercies pour son aide et tu retournes jusqu'au pied de l'arbre. Tu reviens dans le sentier avec cette nouvelle sensation, tous ces ressentis nouveaux à l'intérieur de toi. Tu peux même gambader. Maintenant, le travail que tu viens de faire, les changements qui se sont faits, vont se faire de la bonne façon pour toi, de façon permanente. Et je vais t'inviter à lever un bras pour ancrer ce changement que tu viens de faire et de laisser ton système nerveux autonome baisser le bras. Fait que je t'invite à le lever. Parfait. Puis tu baisses le bras, tu laisses ton système nerveux autonome baisser le bras au rythme où les changements vont se faire pour ancrer ces changements-là. Super. Parfait. OK. Maintenant, je t'invite à commencer à bouger les pieds, bouger les jambes, à bouger, étirer les bras, comme lorsqu'on revient d'une bonne nuit de sommeil. Et je t'invite à ouvrir les yeux. OK. Comment a été votre expérience? Alors moi, je peux partager mon ressenti aussi. Et en fait, j'avais pas vraiment de problématique. Et puis tout à coup, je me dis, mais si, tu as une grosse problématique, ma pauvre chérie, qui est celle de toujours fonctionner par rapport aux résultats. Donc, dans la découverte de ce que tu nous as fait vivre, Christiane, est venu tout de suite le problème de, ben oui, je ne sais pas m'amuser, peu importe le résultat. Hein, parce que moi, je suis aussi beaucoup dans la prise de responsabilité très jeune, etc. Donc, c'est vrai que
Même mes enfants m'ont dit que j'avais jamais joué avec eux. Je ne sais pas jouer, je ne sais pas m'amuser, je ne sais pas profiter du chemin. Et je ne sais pas, c'est toujours, c'est comme si je me retenais de respirer jusqu'à ce que je vois les résultats de ce que je fais. Pourtant, j'aime ce que je fais, hein, mais c'est un peu comme si je le faisais pour un résultat et non pas juste pour profiter. On verra où ça nous mène. Et donc, ça a été très bénéfique parce que je suis assez visuelle, donc au niveau des images, j'ai tout de suite remplacé les chiffres que j'avais dans mon livre qui représentaient les résultats ils ont tous disparu, ils sont partis. Et c'est moi qui jouais comme une petite fille qui jouait, Ah, faisait des cumulets, je me permettais de faire des saltos avant, saltos arrière, chose que je ne sais évidemment pas faire, mais c'était très agréable. Et donc, voilà, l'avenir nous dira si ce sera maintenu dans mon quotidien, mais dans le c'était quotidien. très bien. Mhm. Tu parles de s'amuser. Je vais vous conter une anecdote parce que c'était tellement drôle. Justement, comme j'étais pas habituée à m'amuser, quand j'ai commencé justement à prendre soin de moi, j'ai commencé à m'amuser pour avoir du plaisir. Mes filles, bon, j'ai deux filles, mes filles me regardent et disent, as-tu pris de la boisson, maman? Non, j'ai pas pris de boisson, je m'amuse. Non, c'est vrai, ça a l'air simple, hein, mais moi, j'ai vraiment du mal à jouer, à m'amuser. Et ça a commencé parce que je jouais quand j'étais très petite fille, mais ça a commencé dès le moment où j'ai pris la responsabilité. Je devais avoir une dizaine d'années, 10 12 ans. J'ai cessé de m'amuser. Mm. Je devais être responsable pour survivre. Et puis, voilà, je n'ai jamais, et voilà. Et j'ai même dû le dire au papa de mes enfants qui me disait, oh, mais toi, tu es toujours, excusez-moi pour l'expression, il me dit, tu as toujours un balai vissé dans le cul. Excusez-moi, hein. Mais c'est ce qu'il disait, hein, il était assez grossier. Euh, mais c'est vrai, je lui disais, mais si toi, tu prenais un peu la responsabilité de trucs, moi, je pourrais un peu m'amuser aussi. Mais en Mhm. fait, c'est pas lui qui m'empêchait de m'amuser, c'est moi qui m'empêchais de m'amuser, hein, on est bien d'accord, hein. C'est pas comme ça que je le voyais à l'époque, mais aujourd'hui, je l'ai bien compris. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé quand tu as parlé de toi et du fait que on n'arrive pas à s'amuser parce qu'on a tellement pris la responsabilité, on a peur que si on arrête de prendre ses responsabilités, on ait un problème, on ne survive pas, quoi. Enfin, on meurt voilà, et du coup, voilà. Mais donc, c'était très bénéfique pour moi, ce petit exercice-là, en tout cas. Merci beaucoup, Christiane, de nous avoir fait expérimenter tout ça. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'aller lire l'article de blog de Christiane sur les galeries du mieux-être concernant la trahison. Vous y trouverez plein de pépites et de prendre un rendez-vous d'appel découverte gratuit avec Christiane pour voir comment elle peut vous aider dans votre problème particulier. Je vous dis à très bientôt pour un autre atelier.